Que signifie le concept de la guerre longue utilisé de plus en plus fréquemment par rapport à la guerre russe contre l'Ukraine? Comment la France est-elle devenue un des supporters principaux de l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Sylvie Kaufmann, éditorialiste au journal Le Monde, spécialiste notamment des questions internationales. Bonjour Sylvie, tout d'abord bienvenue dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme journaliste, comme spécialiste de l'Ukraine, mais bien au-delà puisque vous couvrez toute la région. Vous avez visité l'Ukraine récemment avec une visite dans une conférence IES ici à Kiev, la capitale de l'Ukraine. Donc ma première question à vous serait sur vos impressions sur l'Ukraine pendant ce voyage qui était rapide mais qui était aussi riche en rencontres avec des gens de milieux très différents. Bonjour Tatiana et bonjour à tous et merci de m'accueillir. Alors en effet j'étais là pour cette conférence IES à laquelle je viens à peu près tous les ans depuis quelques années et cette année c'était assez spécial. Déjà l'année dernière c'était très spécial puisque c'était la première année de la guerre à grande échelle et donc le cadre était très différent des années précédentes puisqu'on était dans un sous-sol pour des raisons de sécurité. Mais l'année dernière, l'humeur était assez positive parce que c'était pendant la première contre-offensive et c'était le moment au mois de septembre où elle produisait ses premiers résultats, ses premiers succès en réalité contre les forces russes. Et cette année, c'était très différent. Voilà, j'ai trouvé l'ambiance très différente. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus dur. C'est à nouveau au milieu d'une contre-offensive, mais qui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus laborieuse. Et du coup, j'ai été très frappée par cet état d'esprit des gens qui étaient là, comment dire, déterminés toujours, mais c'était triste, si vous voulez, c'était dur, c'était beaucoup plus dur. Et on a eu notamment ce panel qui m'a beaucoup frappé, moi personnellement, qui était le panel et je crois que ça a frappé beaucoup de monde dans l'assistance aussi, bien sûr, et le panel des héros militaires, avec donc des gens, soit des anciens combattants qui avaient été blessés gravement, soit des gens qui revenaient juste du front et qui sont toujours engagés dans l'armée ukrainienne et qui ont dit sans phare, qui ont dit, je crois, assez sincèrement ce qu'ils ressentaient, quel était leur état d'esprit. C'était très difficile à entendre parce qu'ils ont dit la guerre comme elle est, l'une d'entre elles, Alina Mikhailova, je crois, a dit la guerre c'est sale, c'est dur, c'est moche, et voilà, et c'était pas vraiment des paroles de héros comme on les attendait, je pense que c'était mieux que ça, c'était des paroles de vérité, mais très difficiles à entendre. Et des paroles de vérité sur la guerre qui est là et qui risque de durer. On sent que la guerre risque de durer. On n'en parle plus des semaines, on ne parle même plus des mois. On voit que la guerre peut rester là et peut nous accompagner pendant des années encore. Il y a des discussions par-ci par-là, tout aussi bien en Ukraine
qu'à l'étranger sur ce phénomène d'une guerre longue. C'est-à-dire, il y a une prise de conscience, on a bien l'impression, en Ukraine, mais aussi chez les partenaires, sur voilà, les perspectives de cette guerre longue. Alors, ma question à vous serait, est-ce que, à votre avis, selon vos impressions ou votre analyse de ce qui se passe et ce qui se dit autour de vous, il y a la compréhension de, voilà, de cette guerre longue et comment remédier, comment la raccourcir? Oui, oui, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous et c'est ça aussi qui m'a frappé à Kiev. J'étais venue en juillet aussi et j'avais déjà eu cette impression d'une guerre qui allait se prolonger, d'un sentiment qui s'installait comme ça. Et là, ça m'a encore plus frappé. C'est-à-dire qu'une guerre longue, ça a plein d'implications. Hein. L'année dernière, on pouvait se dire, bon, c'est très dur, il y a des gens qui sont tués, il y a beaucoup de victimes, mais peut-être que après une contre-offensive, il y avait déjà des espoirs que peut-être la Russie pourrait être amenée à négocier ou quoi. Et là, c'est tout à fait différent. On est maintenant dans un scénario très différent. On voit que Poutine ne bouge absolument pas, il ne donne aucun signe de vouloir bouger. Et donc, cette prise de conscience, comme vous dites, s'installe, c'est que cette guerre va être longue. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique pour vous, les Ukrainiens, d'abord un bilan humain qui s'installe aussi et qui, je trouve, extrêmement dur à vivre. Ça implique aussi des moyens militaires différents, une évaluation de la guerre, enfin de la manière dont on va mener la guerre et avec quels moyens. Hein, différentes aussi. Ça implique des questions sur les réfugiés, sur les les millions d'Ukrainiens qui sont partis à l'étranger. Qu'est-ce que, est-ce qu'ils vont revenir? Quand? Les femmes qui sont parties avec leurs enfants, qui sont des enfants qui sont scolarisés en Pologne, en Allemagne ou ailleurs, qui ont appris la langue du pays sans doute, voilà, des femmes qui ont peut-être trouvé du travail, tout ça, c'est des questions énormes et très importantes. Et puis, quand j'étais là, il y a 2 semaines ou 3 semaines, il y avait aussi cette question des élections qui se pose, c'est-à-dire que tant que la guerre dure 1 an ou pas plus que ça, on peut se dire, bon, ben, on va pas parler d'élections pendant la guerre, d'autant plus que la Constitution prévoit qu'on n'en organise pas, si je me souviens bien, pendant la loi martiale. Mais si la guerre dure 4 ans, alors on n'organise pas d'élection pendant 4 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour le leadership politique? Voilà, il y a toutes ces questions auxquelles on n'a peut-être pas pensé au bout de 3 ou 6 mois de guerre et qui maintenant se posent. Et puis dernière question, bien sûr, sur la guerre longue, c'est nous, les partenaires de l'Ukraine, ceux qui soutenons l'Ukraine dans cette guerre. Est-ce que ce soutien va tenir? Je pense que nos gouvernements sont assez déterminés. Après, la question se pose bien sûr des opinions publiques, des élections aux États-Unis l'année prochaine. Voilà. Tout ça, tout ça sont des questions vraiment importantes et qui se posent dans ce contexte de la guerre longue, absolument. Oui, la question de temps, c'est une des questions clés de cette guerre et c'est vrai que le temps a tendance d'user les esprits, que ce soit ici sur le terrain en Ukraine, mais aussi à l'étranger. On entend souvent parler aujourd'hui, comme on avait déjà entendu dans les années 15 et 16, 2015-2016, sur ce phénomène de fatigue de l'Ukraine, parce qu'on peut pas se concentrer sur une chose pendant des années. C'est vrai que c'est difficile parce que chaque partenaire, à chaque pays, il a son agenda politique, intérieur, etc. On peut pas le faire et bien sûr que ça joue contre l'Ukraine et contre cette aide que l'Ukraine reçoit de ses partenaires. Mais quand on essaie de réfléchir sur le temps, on réfléchit aussi à ce moment où est-ce qu'on veut arriver
avec cette guerre. Ici en Ukraine, la vision, je dirais, est assez unie parce que le terme victoire, il n'a pas bougé, même si il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a cette saleté de la guerre, la réalité de la guerre, elle est là, mais on prononce le mot victoire avec conviction que oui, ça c'est possible, on va faire tout ça pour y arriver. Mais parfois, on a l'impression que les termes de cette victoire, ils sont vus un peu différemment à l'étranger. Quelle serait votre analyse de ce que vous percevez, surtout chez les partenaires concernant cette victoire? Alors, c'est vrai que d'ailleurs c'est une question qui revient souvent hein, quand il y a des journalistes et qu'on parle de l'Ukraine avec des responsables politiques qui soient ukrainiens ou occidentaux, c'est une question très fréquente. C'est mais alors qu'est-ce que vous entendez par victoire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous la victoire? Alors les occidentaux ils s'en tirent en général en disant la victoire, c'est aux Ukrainiens de décider. C'est au leadership ukrainien et à la population ukrainienne de décider à quel moment se situe la victoire. Et le leadership ukrainien dit, bah, pour nous, la victoire, c'est la récupération totale de notre intégrité territoriale, du retour aux frontières de 1991, etc. Puis après, il y a encore d'autres choses. Hein. Il y a la fin de l'impunité, enfin bon, comment on dit en anglais, accountability, la responsabilité, l'établissement de la responsabilité des crimes pour les crimes de guerre. Voilà, bon, il y en a aussi qui peuvent considérer que la victoire c'est un changement de régime à Moscou. Il y a toutes ces scénarios possibles. Je crois que en Europe, c'est vraiment, je pense qu'on se repose vraiment sur les Ukrainiens pour ça, c'est-à-dire que bien sûr, dans l'absolu, on considère que l'Ukraine doit récupérer tous ses territoires, y compris la Crimée. Ça, on a bien compris que c'était. Je pense que là, il y a une progression dans notre compréhension du problème de Crimée, parce que l'idée que la Crimée n'était pas vraiment ukrainienne, etc., ce qui avait été donné à l'Ukraine par Khrouchtchev, qu'elle était russe avant, etc., c'est une idée qui était quand même assez bien implantée en Europe, je dirais, en tout cas en France, dans les élites. Et là, l'insistance du leadership ukrainien sur la Crimée, à ne pas lâcher la Crimée, et maintenant ces opérations militaires qui visent la Crimée, je trouve, changent cette perception de notre côté. Je crois qu'on a compris que la Crimée, ça faisait partie de la définition de la victoire pour vous. Voilà. Après, si un jour les Ukrainiens disaient bon, maintenant le moment est venu de négocier, je pense que tout le monde serait très content ici. Parce que personne n'a envie de voir cette guerre se perpétuer si longtemps. Bien sûr, nous n'en subissons pas du tout les conséquences comme vous, mais c'est pas une bonne chose non plus. Les gens ne sont pas forcément conscients ici de l'impact économique que ça a. Mais je crois que tout le monde serait heureux de voir cette guerre se terminer. Donc si un jour, effectivement, le président Zelensky dit bon, bah maintenant, on a fait tel et tel gain opérationnel et on pense qu'on peut obtenir davantage en essayant de négocier. Et pour nous, c'est une victoire. Si vous voulez, je pense que les partenaires de l'Ukraine adhéreront à cette théorie. Mais en même temps, quand vous parlez aux responsables politiques européens, aucun ne dit on voit ça comme une hypothèse possible dans un avenir proche. Personne ne voit de signe du côté russe. On ne voit pas du tout on ne perçoit pas du tout de possibilité de négociation pour l'instant. Oui, malheureusement, du côté russe, on ne voit pas du tout de changement et de volonté de négocier, ça c'est très clair. Aujourd'hui, nous avons eu l'information qui est venue de renseignements ukrainiens qui a dit
qui nous a communiqué que voilà, selon toute vraisemblance, Poutine est très mal informé sur ce qui se passe sur le champ de bataille et c'est fait un peu exprès puisque et par peur de répression, les responsables ont peur de lui communiquer ce qui se passe sur le terrain et donc du coup se renferment dans cet aveuglement en quelque sorte de la réalité et à la fois donc ça crée des problèmes. Mais pour les Ukrainiens, vu de l'Ukraine, bien sûr, la restauration de l'intégrité territoriale, c'est une chose capitale pour l'instant et pour l'instant, elle n'est pas négociable. Bien sûr, c'est avec Crimée, c'est avec tous les territoires, mais ce ne sera pas suffisant non plus à la victoire telle que les Ukrainiens l'espèrent, puisque on sait très bien que la guerre peut se recommencer très, très tôt après cette victoire, après la restauration. Imaginons que les troupes ukrainiennes arrivent jusqu'au Donetsk, Lugansk, Simferopol, Yalta. Mais est-ce que la Russie ne sera pas rangée par cette rancune, voilà, de la défaite? Est-ce qu'ils vont pas réessayer de recommencer la guerre quelques années plus tard, ou quelques mois plus tard, ou même quelques décennies plus tard? Donc, ce qui intéresse, et ici, vu de l'Ukraine, c'est aussi l'incapacité de la Russie de poursuivre des agressions, que ce soit contre l'Ukraine, que ce soit contre autres pays voisins. Et donc, grande question, quels sont les scénarios? Dans quel scénario est-ce qu'on va priver la Russie de cette capacité d'attaquer les autres? Est-ce que ce débat sur l'avenir, l'après-guerre, c'est quelque chose que vous entendez autour de vous? Et est-ce que ce sont des scénarios qui sont discutés sur l'avenir de voilà, après la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine? Alors, c'est une très très bonne question parce que je dirais que ça a été discuté publiquement. Ça fait partie du débat public au début de la guerre totale l'année dernière. Et puis, dans le courant de l'année dernière, je dirais, c'était quelque chose dont on discutait beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la Russie après? Quelle garantie de sécurité? Vous vous rappelez peut-être même qu'une fois, Emmanuel Macron a dit, il faudra aussi des garanties de sécurité pour la Russie. Donc, tout le monde, ça a provoqué des réactions très, très vives et beaucoup de critiques. On était dans ce débat sur l'après. Et là, je trouve que ce débat s'est tu. Je pense que dans les états-majors et dans les ministères, on fait, comme vous dites, des scénarios et on réfléchit là-dessus. Mais dans le débat public, ça n'est plus un sujet parce que on se rend compte que les choses sont quand même très figées, que la Russie que Poutine ne bouge pas, et donc que la guerre se déroule de manière lente et donc qu'il est très difficile de prévoir de quelle manière ce régime russe peut bouger, s'il va bouger, et de quelle manière la guerre peut se terminer, c'est-à-dire qu'est-ce que sera la Russie quand la guerre se terminera. Et du coup, c'est ça qui a, je trouve, mis fin un peu à ce débat, en tout cas à la dimension publique du débat, parce qu'on ne sait plus quoi dire. Et je crois que les pays occidentaux sont tout à fait conscients qu'il faudra donner des garanties de sécurité importantes à l'Ukraine, qu'il faudra protéger l'Ukraine, que la Russie est capable de recommencer si c'est toujours ce même régime ou un régime similaire. Enfin, je crois qu'on est de moins en moins optimiste sur ce qui peut sur l'amélioration, sur les améliorations politiques à Moscou. Donc, en effet, il faudra prendre des mesures très importantes, mais lesquelles? Alors, il y a la revendication de l'Ukraine de faire partie de l'OTAN. Vous avez vu ce qui s'est passé à Vilnius. Pour moi, c'était une assez grande déception au sommet de Vilnius, puisque la garantie ultime de sécurité pour l'Ukraine, c'est de rejoindre l'OTAN. Les États-Unis ne sont pas prêts. La France les choses ont beaucoup évolué, c'est depuis 1 an et demi, c'est-à-dire même depuis plusieurs années, c'est-à-dire que vous vous rappelez peut-être qu'au sommet de Bucarest en 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, c'était l'Allemagne et la France qui se sont opposés aux États-Unis. Les États-Unis voulaient ouvrir la voie
de l'OTAN, de l'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine et la Géorgie, et c'est l'Allemagne, soutenue par la France, qui s'est opposée à ça. Je dis soutenue par la France parce que c'était vraiment, j'ai travaillé sur ce sommet, j'ai reconstitué avec les gens pour un livre que j'écris, j'ai reconstitué ce moment du sommet de Bucarest avec plusieurs diplomates qui étaient présents, et l'Allemagne était vraiment, Angela Merkel en particulier, était vraiment en pointe sur ce dossier, que c'était quelque chose à quoi elle tenait vraiment, et Nicolas Sarkozy, qui était le président français à l'époque, la soutenait et allait complètement dans le même sens, mais c'était vraiment orchestré par Berlin à ce moment-là. Et cette fois-ci, à Vilnius, au mois de juillet, ce qui s'est passé, c'est les États-Unis qui, eux, retenaient, étaient donc, ne voulaient pas ouvrir la voie directement à l'adhésion de l'Ukraine. L'Allemagne qui s'est alignée sur les États-Unis finalement, et la France avec les pays d'Europe centrale et orientale qui soutenaient plus la position ukrainienne. Mais donc, résultat, en tout cas, l'Ukraine n'a pas eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire cette invitation politique. Il y a eu ce communiqué final qui, à mon avis, pour moi, n'était pas vraiment meilleur que ce qu'il y avait eu à Bucarest en 2008. Et c'était une déception. Alors après, je pense que ça ne veut pas dire que les pays occidentaux ne veulent pas s'engager pour donner des garanties de sécurité à l'Ukraine. Je pense qu'ils sont tout à fait conscients que ça sera l'Ukraine qui fera la frontière de l'Europe désormais avec la Russie, et qu'il faudra évidemment bien renforcer cette frontière et la protéger. Mais sous quelle forme et comment, je pense que la décision n'est pas encore prise, parce que ça dépend de beaucoup de ce qui va se passer. Alors il y a l'autre dimension évidemment qui a l'air moins sécuritaire, mais qui à mon avis est très importante aussi, c'est l'Union européenne. Et là, je pense que les choses se présentent mieux, même si c'est compliqué aussi, mais la porte est beaucoup plus ouverte. La porte de l'Union européenne est beaucoup plus ouverte à l'Ukraine que celle de l'OTAN. Oui, donc les 2 dossiers ne sont pas, faciles pour l'Ukraine, le dossier de l'OTAN tout aussi bien que le dossier de l'Union européenne. Pour l'OTAN, je suis absolument d'accord avec vous. On a eu la même impression, une même déception, si vous voulez, après le sommet de Vilnius, mais on se console en se disant que ce n'est pas le dernier sommet, et sans doute, la position des États-Unis pourrait être changée, puisque c'est vrai qu'il est difficile de prononcer même le mot l'OTAN tant que la guerre, les combats durent, et donc il y a toujours cette angoisse de l'escalade, c'est-à-dire que la Russie, elle réagit, c'est peut-être une fausse crainte, mais elle est là, donc c'est une réalité, voilà, de pas provoquer la Russie, de pas prononcer le mot OTAN face à la Russie tant que la Russie dispose encore de ressources pour mener la guerre. On était très surpris, et d'une manière très positive d'ailleurs, par la position de la France. Vous avez vous-même remarqué que voilà, la position de la France avait évolué d'une manière tout à fait considérable depuis 2008. On entend de plus en plus ces derniers mois justement la position de la France très favorable à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On entend aussi parler de l'aide militaire qui arrive régulièrement depuis la France vers l'Ukraine. On constate aussi le changement de la rhétorique d'Emmanuel Macron, président de la République française, et donc cette approche est différente. Est-ce que vous considérez que voilà qu'il y avait ce changement capital de la position de la France envers l'Ukraine, et comment on peut l'expliquer surtout? Alors oui, il y a en effet un vrai changement de position. Qui est dû surtout, je pense, à l'évolution personnelle d'Emmanuel Macron, le président. Vous savez qu'en France, c'est un régime où le président a beaucoup de pouvoir, en particulier en termes de conduite de la politique étrangère.
Et Emmanuel Macron lui-même est un personnage politique qui se sert beaucoup de ce pouvoir et qui est passionné, qui s'intéresse énormément à la politique étrangère. Donc il se sert de ce pouvoir. Et donc la conduite de la politique vis-à-vis de la Russie, c'était vraiment lui depuis le début. Le Parlement n'avait vraiment pas grand-chose à dire là-dedans. Et je dirais c'est l'Élysée, quoi, parce qu'il y a l'Élysée, il y a le gouvernement et le ministère des Affaires étrangères. Mais là, en l'occurrence, sur la politique vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, c'est vraiment l'Élysée qui mène. Donc, Macron, vous avez vu, avant la guerre à grande échelle, a vraiment essayé a été persuadé qu'il pouvait, par le dialogue avec Vladimir Poutine, l'amener à changer d'avis. Donc il avait cette politique de dialogue absolument très très fortement établie dans sa doctrine politique avec la Russie. Et il l'a menée même après le début de la guerre. Hein. Et donc alors, à un moment donné, il a compris. Je pense que Boutcha les massacres de Boutcha et d'Irpin, je pense que ça a été quelque chose d'important dans la prise de conscience de ce qu'était en train de faire la Russie. Et puis, c'est vers la fin du printemps que vraiment il y a eu ce changement d'optique sur la Russie et sur Vladimir Poutine dans l'esprit d'Emmanuel Macron. Et ça aboutit finalement au mois de juin à cette visite à Kiev en train, vous vous souvenez, avec le chancelier Scholz, Mario Draghi et qui était encore le premier ministre italien, et le président roumain Klaus Iohannis. Et au cours de cette visite, ils ont annoncé qu'ils soutiendraient le statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Ça, c'était vraiment un basculement déjà très important parce que la France, avant, n'était pas du tout favorable à l'élargissement de l'Union européenne. Donc, je pense que là, il s'est vraiment passé quelque chose. À quel moment ça s'est passé dans la tête d'Emmanuel Macron? Je ne sais pas et je ne peux pas le dire parce que quand on demande à son entourage, ils répondent mais ce n'est pas lui qui a changé, c'est le monde qui a changé, c'est autour de lui parce que je pense qu'ils n'ont pas envie de dire parce que de dire qu'il a changé, ça voudrait dire reconnaître qu'il s'est trompé. Et les présidents n'aiment pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Donc, je ne sais pas si on aura un jour la réponse, mais j'ai remarqué que dans une interview, un documentaire qui était fait sur Macron et la guerre en Ukraine, il y a eu une interview qui a été menée dans le train qui le ramenait de Kiev, donc en juin l'année dernière. Et là, le réalisateur du documentaire lui dit « Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensiez que vous pouviez obtenir quelque chose par le dialogue ?» Et là, Macron dit oui. On le sent un peu déstabilisé par cette question. Et puis, le journaliste lui dit « Et puis, ça n'a pas marché ?» Alors Macron dit « Ben non ». Il dit, je pensais qu'avec la confiance, je pourrais l'amener à quelque chose. C'est peut-être pas les mots tout à fait exacts, mais c'est parce que je les ai pas sous les yeux, mais c'est ça qu'il reconnaît que il a pensé qu'il pouvait y avoir un lien de confiance entre Vladimir Poutine et lui et que rationnellement, il pourrait le convaincre qu'il ne fallait pas faire ça, cette invasion de l'Ukraine. Et puis, il s'est rendu compte qu'en fait, ça n'était pas possible, que ce lien de confiance était impossible et ne menait à rien, et que ces tentatives ne menaient à rien. Et le fait est que là, il n'a plus parlé à Vladimir Poutine depuis des mois et des mois. Donc, à partir de là, il y a eu un changement, je dirais à partir de cette prise de conscience qu'il était impossible d'avoir une politique de dialogue qui mène à quoi que ce soit avec Vladimir Poutine. Il y a une nouvelle stratégie qui s'est mise en place. Et cette stratégie passait donc par l'ouverture à l'Union européenne, l'ouverture si possible à l'OTAN, mais ça n'a pas marché.
a plus de un soutien militaire, je crois, plus riche, plus productif. Une meilleure ouverture aussi de la France, alors ça c'est à l'intérieur de l'Union européenne, mais aux pays d'Europe centrale et orientale qu'on écoutait assez peu avant et euh, qui sont plus écoutés maintenant. Voilà, c'est ça ce changement de stratégie, je dirais. Voilà, ce changement que nous avons vu, je me rappelle avoir regardé ce film aussi, ce documentaire sur France 2 sur Emmanuel Macron. Et oui, c'est vrai, cette dernière scène, voilà, de reconnaissance implicite en quelque sorte voilà, de cette erreur de lecture de la personnalité de Vladimir Poutine déjà. Mais à la fois, ça va avec, dans le cas du président de la République française, Emmanuel Macron, ça va avec cette idée de l'autonomie stratégique en quelque sorte, puisque on a vu Emmanuel Macron bien avant la grande invasion russe être en faveur, plaidoyer pour l'idée de l'autonomie stratégique de l'Europe vis-à-vis de voilà des affaires à l'étranger, à l'international. Autonomie, je veux dire tout d'abord des États-Unis. Et donc aujourd'hui, ce que vous avez évoqué sur le sommet de Vilnius, le moment où les États-Unis s'opposent, en tout cas dans l'immédiat, pour voilà pour soutenir l'adhésion de l'Ukraine, et donc la France elle propose autrement. Est-ce que voilà et on en est où déjà avec cette idée de l'autonomie stratégique européenne dans sa version française? Alors, je vais vous répondre juste avant. Je voudrais revenir sur une chose, sur votre question précédente sur le changement de stratégie de la France. Il y a un autre facteur que j'ai oublié d'évoquer, c'est l'opinion publique. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, m'a surprise, en fait. C'est à quel point jusqu'ici, l'opinion publique française est solide derrière l'Ukraine. Et je pense que Emmanuel Macron l'a aussi pris en compte dans son analyse de l'ensemble de la guerre. Moi, je pensais, comme beaucoup de gens, que les Européens étaient bien entendu choqués au début et ont bien réagi en soutenant l'Ukraine, mais qu'il y aurait cette fatigue qui s'installerait pendant l'hiver et puis qu'on se désintéresserait de l'Ukraine parce qu'il se passe tellement de choses dans le monde et qu'on a tellement tous de soucis, etc., etc. Et en fait, ça ne s'est pas produit comme ça. L'intérêt de l'opinion publique française pour l'Ukraine reste énorme et le critère que j'ai pour ça, c'est l'intérêt qu'ont nos lecteurs du monde pour toute la couverture qu'on fait de l'Ukraine dans notre journal. Ça ne baisse pas, cet intérêt ne baisse pas. On continue à produire beaucoup d'articles, beaucoup d'analyses, beaucoup de reportages. On a beaucoup d'envoyés spéciaux. On a de plus en plus de journalistes qui travaillent sur ce sujet-là. Et nos lecteurs en redemandent toujours. Voilà. Donc je pense que ce sujet, j'espère que ce soutien continuera, mais visiblement c'est quelque chose qui tient à cœur pour l'opinion publique française. Pour ce qui est et il y a toujours, pardon, et je termine avec ça, mais je pense que c'est important, il y a toujours un consensus politique encore, il dure encore ce consensus politique intérieur français sur cette question. Et par exemple, Emmanuel Macron a eu, il y a quelques semaines, une réunion avec des dirigeants des différents partis politiques français sur tous les sujets. Enfin, c'était une réunion qui a duré presque toute une nuit. Bon, et ils ont discuté et ils ont commencé le premier sujet qu'ils ont évoqué ensemble. Donc, c'était les partis politiques de l'extrême droite, depuis le Rassemblement national jusqu'à l'extrême gauche, la France insoumise, etc. Tout le spectre politique. Et le premier sujet qu'ils ont évoqué ensemble, c'était l'Ukraine. Et puis, c'est un sujet sur lequel ils n'ont pas passé. Alors, Macron leur a exposé la situation, leur a fait une description de ce qu'il savait, etc. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il n'y a pas vraiment eu de débat, parce que tout le monde était d'accord. Voilà. Et après, ils sont passés au sujet de politique intérieure. Et ça, pour moi, c'est assez important parce que ça veut dire que des gens comme les élus du Rassemblement national d'extrême droite ou de l'extrême gauche, qui étaient des gens qui soutenaient, en fait,
Poutine, qui soutenait que la Crimée n'était pas ukrainienne, etc. Maintenant, ils ne disent plus rien. Et quand ils ont le président de la République en face d'eux, ils disent on est d'accord avec votre politique. Voilà, donc ça c'est quelque chose, je pense, qu'il faut quand même noter. Sur l'autonomie stratégique, alors vous avez tout à fait raison, c'est un concept qu'on mettait que la France, enfin surtout Emmanuel Macron, mettait beaucoup en avant ces dernières années. Avec la guerre en Ukraine, ça a un petit peu évolué forcément parce que le poids des États-Unis est devenu tellement, a été tellement manifeste, le poids de l'aide militaire et financière américaine pour l'Ukraine est tellement évident que c'était difficile de dire ah bah oui nous les Européens voilà. Mais ça ne veut pas dire que le concept est mort ou a disparu de la tête d'Emmanuel Macron parce que je pense qu'il essaye justement de mettre en avant l'argument inverse qui est regardez les États-Unis ont tellement pesé dans ce conflit que imaginez si un autre président que Joe Biden, il dit souvent ça, il dit heureusement qu'on avait Joe Biden comme président dans cette guerre. Mais imaginez que ce soit passé il y a 4 ans ou que Trump revienne, et là, la situation sera sans doute beaucoup moins favorable et donc ça rend d'autant plus indispensable que l'Europe ait sa propre autonomie. Mais je pense que cette autonomie maintenant, elle se conçoit beaucoup plus. Donc la revendication d'autonomie stratégique est maintenue, si vous voulez, mais je pense qu'elle se conçoit beaucoup plus au sein de l'OTAN. C'est-à-dire que dans cette conception-là, il faut construire un pilier européen beaucoup plus fort au sein de l'OTAN, de manière à ce que s'il y a des variations du côté américain, l'Europe soit quand même en capacité d'agir. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Ce pilier, il est très important, voire vital. Nous avons déjà vu les missiles et les drones russes s'atterrir sur des pays ou à côté de pays membres de l'OTAN. Donc, il y a quelques jours seulement, il y avait justement une frontière entre l'Ukraine et Roumanie où il y avait voilà cet accident de drone. Avant, on avait d'autres épisodes. Voici les débris de drones qui tombaient en Roumanie. D'autres mois, c'était aussi en Pologne. Donc, la Russie a les manques suffisamment longues pour envoyer, même si ce soit par accident, que ce soit pas un acte délibéré, mais de représenter un certain danger pour l'Europe aussi. On entend aussi la rhétorique depuis l'Amérique qui sont en train de dire, parfois on entend des thèses que voilà, nous aidons, mais nous voulons voir l'Europe, voilà, les pays européens membres de l'OTAN aider de la même manière pour justement pour pas que le conflit pour le pays le plus impliqué dans cette guerre, le pays étranger, un partenaire sur les États-Unis et non pas les Européens qui sont tout à côté de l'Ukraine. Et donc sans doute ma dernière question à vous voilà sera philosophique en quelque sorte sur voilà sur cette guerre en général et sur l'avenir et sur le temps aussi. On voit que plus le temps passe, plus on perd. Je parle l'Ukraine et le monde démocratique, puisque on voit les Russie, même si il est en train de s'affaiblir, mais il y a de plus en plus de partenaires, d'alliés improvisés de son côté aussi. On voit l'Iran, on voit Corée du Nord, on voit voilà certaines astuces auxquelles il a recours pour continuer à faire la guerre. Il s'apprend aussi à faire la guerre. On voit cette position très ambiguë de la Chine. Et donc, ma question à vous serait, est-ce que vous craignez, parce que c'est en quelque sorte c'est le combat entre la démocratie, le monde démocratique et le monde des autoritarismes de toutes sortes. Est-ce que vous craignez ou est-ce qu'autour de vous, vous sentez cette inquiétude pour l'avenir de l'Occident en général, puisque c'est un combat existentiel non seulement pour l'Ukraine, mais pour tout le monde? Oui, vous touchez en effet un sujet extrêmement sensible et difficile. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. L'Occident est en recul dans sa défense de la démocratie, ça c'est clair. Il y a de moins en moins de pays qui sont de vraies démocraties.
c'est-à-dire vraie démocratie, je veux dire non seulement avec des élections libres, mais aussi l'exercice et le respect de l'état de droit et des libertés publiques. Et même en Europe, on voit qu'il y a des pays qui ne suivent plus vraiment toutes ces règles-là. Donc, il y a une régression évidente de la démocratie. Et du coup, il y a aussi, je pense, une régression de l'Occident dans le monde. On l'a vu ces derniers mois avec plusieurs sommets internationaux. On a vu avec les BRICS qui ont décidé de s'élargir à d'autres pays dont très peu sont des pays démocratiques, même la majorité ne le sont pas, et qui s'installent comme une sorte d'instance internationale alternative en fait. Ensuite, on a vu le sommet du G20 à New Delhi où le communiqué final était en retrait sur l'Ukraine par rapport à celui de l'année dernière à Bali. Donc les Occidentaux et en particulier les Européens là, ont eu beaucoup de mal à résister. Enfin, d'ailleurs, ils n'ont pas pu résister vraiment. Enfin, ils ont dû faire des concessions là-dessus pour pouvoir préserver d'autres acquis sur le climat et le développement durable, etc. Donc, je pense que l'Occident est en difficulté, mais ne perd pas pour autant son attrait ou sa raison d'être, si vous voulez. Quand je dis l'Occident, j'aime pas tellement cette expression parce que c'est vrai que ça fait un peu un héritage de la guerre froide, etc. Mais disons le monde démocratique, si c'est plus exact, ne perd pas sa force d'attraction ni sa raison d'être. Et je crois qu'il faut il faut continuer à être très fort sur nos piliers fondamentaux et sur nos valeurs. Et je pense que ça, c'est très important aussi dans notre relation avec l'Ukraine, parce que le monde est vraiment en flux en ce moment et en recomposition et en dislocation, et l'ordre mondial est vraiment très très perturbé. Et les rapports de force sont en mouvement vraiment. C'est très difficile de savoir de quel côté ça va aller. Ça sera dans 10 ou 20 ans. Mais voilà, restons fermes sur ce à quoi on croit et ce sur quoi a beaucoup fait ses preuves ce qui a beaucoup fait ses preuves dans nos pays. Et voilà, il faut résister au vent adverse. Oui, et restons fermes et restons forts face aux autoritarismes, face à l'agression insensée. Donc, et uniquement ensemble, ça c'est très clair, on peut faire face à cette agression. Il n'y a aucun pays au monde qui pourra faire face à un tel mal tout seul. Merci beaucoup Sylvie pour cet entretien, pour vos réponses très éclairantes. Merci vraiment. Merci. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. J'étais accompagnée par Sylvie Kaufmann, éditorialiste au journal Le Monde, spécialiste notamment des questions internationales. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.